Michael Launay, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. mathématicien, vous publiez le grand roman des maths chez Flammarion. Vous racontez toute l'histoire des mathématiques depuis leur origine jusqu'à aujourd'hui. Justement, ça remonte à quand les maths? Est-ce qu'on a une idée sur l'origine du premier chiffre? Alors, à quand ça remonte les maths, ça dépend comment on place la limite. Effectivement, on peut remonter à des proto-mathématiques dès la préhistoire, mais les premiers chiffres, c'est en même temps que l'invention de l'écriture, finalement. Et l'invention de l'écriture se fait en accompagnant l'invention des chiffres. Les premiers chiffres, c'est vers moins 3000. Donc voilà, ça vient au moment où, au lieu de noter, disons, quand on veut compter un troupeau de moutons, au début, on compte... on met autant de symboles de moutons qu'il y a de moutons dans le troupeau. Donc s'il y a 8 moutons, on met 8 symboles. On met 8 symboles de moutons. Et puis à un moment donné, on se dit, on va mettre qu'un seul symbole de mouton. Et devant, on va mettre un symbole spécial qui va être le symbole du nombre 8. Et là, c'est l'invention des nombres. Donc c'est cet objet qui est abstrait finalement, qui n'existe pas dans le monde réel. Et c'est l'étape de l'abstraction qui déclenche la naissance des mathématiques. Voilà, et vous les montrez, les différents symboles. Alors les symboles mésopotamiens, puis ensuite il y aura les symboles égyptiens. Exactement, chaque peuple, chaque civilisation aura son propre système numérique. Les Grecs aussi, Exactement. Les Romains qu'on connaît très bien, avec le symbole X pour le 10. Le grand problème de ces symboles, c'est comment on les additionne, comment on multiplie. Là, il y a le symbole égyptien, comment on multiplie 10 fois 1000? C'est ça le problème, c'est qu'avec les Égyptiens, c'est des symboles différents à chaque fois qu'on multiplie par 10. C'est-à-dire que pour avoir 10, 100, 1000, etc., on a des symboles différents. L'avantage des chiffres, qui vont être ensuite les chiffres qu'on appellera les chiffres arabes, c'est qu'on n'a que 10 symboles, et avec ces 10 symboles, on peut écrire absolument tous les nombres, et donc on peut facilement les multiplier, les additionner, et on n'a pas besoin de réinventer des nouveaux symboles à chaque fois qu'on découvre des nouveaux nombres de plus en plus grands. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que ce sont les chiffres arabes qui vont permettre l'essor des mathématiques? Parce qu'on est vite coincé quand on a un outil qui vous interdit, comme les chiffres romains, qui vous interdit les multiplications. Alors, ça n'interdit pas totalement les multiplications, les chiffres romains, mais disons que ça les rend plus compliqués. Les Romains ont parfaitement géré leur empire pendant quand même quelques siècles avec ces chiffres-là, et ils s'en sont sortis. Mais c'est vrai qu'après, surtout quand on veut faire vraiment de la science, notamment si on veut faire de l'astronomie, des choses comme ça, où on se retrouve vite avec des chiffres gigantesques, là, effectivement, on a besoin d'un système numérique qui est très efficace, d'un système numérique qui nous permet de décrire le mieux possible tous ces grands nombres. Et donc là, effectivement, les chiffres arabes sont les plus efficaces. Alors, la surprise de votre livre, c'est qu'on parle des chiffres arabes, mais en fait, on devrait parler des chiffres indiens. Alors, je ne savais absolument pas, ce sont les Indiens qui ont inventé le système décimal qu'on connaît, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le système à 10 chiffres, effectivement, ça vient d'Inde. C'est décrit dans les œuvres notamment de ce grand savant indien qui est Brahmagupta. Et ensuite, c'est effectivement un mathématicien perse qui travaille à Bagdad, qui écrit un livre dans lequel il reprend ses calculs, et ça s'appelle le livre sur le calcul indien, justement. Donc lui-même, il assume qu'il a pris ça. C'est parce que le monde, enfin l'empire arabo-musulman va aller jusqu'aux frontières de l'Inde que les Arabes vont ramener exactement les chiffres indiens. Et du coup, par contre, ensuite, c'est les Arabes qui vont vraiment diffuser ça dans le monde entier, et c'est par eux que ces chiffres-là vont vraiment s'imposer, et notamment vont passer en Europe ensuite. Voilà, alors, s'imposer en Europe. Alors, ils vont ramener donc d'Inde le chiffre 0. Ça vient d'où, ce mot 0? Ça vient alors, il y a plusieurs origines, mais ça vient de Zéphiro, qui veut dire chiffre, effectivement, en arabe. Ça veut dire, alors, zifre, donc ça veut dire vide en arabe. Voilà. Ça donnera Zéphiro en italien. Exactement. Et qui donnera ensuite 0. À partir de quand les Européens vont-ils intégrer ces chiffres arabes qui, vous dites, permettent de faire progresser la science? Par exemple, le plus et le moins, ça vient très tard en Europe. Moi, j'ai été très frappé dans votre livre. Racontez-nous que... Alors, effectivement, pendant très longtemps, jusqu'à la Renaissance, en fait, les mathématiques ne s'écrivent pas avec les symboles qu'on connaît aujourd'hui, les symboles plus avec une croix, la multiplication aussi avec une croix penchée. Tous ces symboles-là, ils arrivent à la Renaissance. Avant, on écrit dans le langage courant. C'est-à-dire que si on veut résoudre une équation, eh bien, par exemple, on va dire la chose augmentée de 2 est égale à 5. Et ça, c'est l'équation que maintenant on écrit x plus 2 égale 5. Alors, effectivement, tous ces symboles-là, ils apparaissent à la Renaissance. Ils apparaissent de façon assez désordonnée, finalement. Il y a des gens qui essayent des symboles, il y en a qui disparaissent, il y en a d'autres qui apparaissent. Et puis, petit à petit, ça finit par se fixer sur le langage mathématique qu'on connaît aujourd'hui, notamment avec deux grands mathématiciens qui sont François Viette et René Descartes, qui vont jouer un rôle important dans l'apparition de ce langage. On peut dire que c'est à partir de ce moment-là que les Européens vont devenir de grands mathématiciens. Voilà, c'est à ce moment-là que vraiment les mathématiques débarquent en Europe et qu'il se fait des recherches vraiment importantes en mathématiques. Avec Newton, etc. Des mathématiques qui n'expliquent plus le monde, mais qui permettent de le deviner. Et alors, vous racontez que grâce aux mathématiques, les Européens, un Français d'ailleurs, va prédire une planète très connue du système solaire, laquelle? Exactement, Neptune, découverte par Urbain Le Verrier. Et on ne l'a pas vue d'abord, on l'a vue sur
C'est ça. Dans une équation. Dans une équation, justement, parce que les équations de Newton sont redoutablement efficaces pour comprendre le monde et pour pouvoir prédire la course des planètes autour du Soleil. Et donc, il y avait une petite perturbation. On n'arrivait pas à bien prédire avec ces équations la trajectoire d'Uranus. Et donc, on s'est dit, la seule hypothèse qui paraît un peu raisonnable, c'est qu'il y a une autre planète qu'on ne connaît pas encore, qui est responsable de ces perturbations. Et donc, Urbain Le Verrier a pris sa feuille, son crayon, s'est mis à calculer quelle devait être la position de cette planète pour que ça explique les perturbations d'Uranus. Et alors ensuite, il a donné les coordonnées qu'il a trouvées à des astronomes qui ont pointé leurs lunettes dans le ciel à cet endroit-là. Et la planète était là. On a vu cette petite tache bleutée qui est Neptune. Et c'est quand même assez émouvant et assez extraordinaire comme découverte. Neptune, c'est la seule planète du système solaire qui a été découverte par le calcul plutôt que par l'observation. Ah, et c'est fascinant, hein, comme le monde obéit aux mathématiques. Et justement, vous le racontez, aujourd'hui les mathématiques sont partout dans la nature, comme vous venez très bien l'expliquer. Hein, c'est par le calcul qu'on a trouvé Neptune. Alors vous avez justement, pour communiquer votre passion des maths, vous avez créé sur YouTube une chaîne. Je vous propose, Michael Launay, on regarde un extrait de votre chaîne sur YouTube. Si on compte sur une pomme de pin le nombre de spirales qui tournent dans un sens et le nombre de spirales qui tournent dans l'autre sens, eh bien on trouve deux nombres qui sont toujours des nombres consécutifs dans la suite mathématique de Fibonacci. Par exemple, ici sur cette pomme de pin, on trouve 8 spirales qui tournent dans un sens et 13 qui tournent dans l'autre. On trouve des mathématiques partout, dans les rythmes du jonglage, dans les constructions en origami, mais aussi dans les constructions géométriques, en architecture, dans les jeux de stratégie et même dans certains tours de magie. Alors laissez Pythagore prendre quelques vacances et pour faire des maths, venez sur Micmath. C'est vrai que ça donne envie d'aimer les maths. C'est quoi cette histoire de pomme de pin là C'est-à-dire que sur une pomme de pin, on aura forcément 5 et 8 spirales. On ne peut pas en avoir 6 et 9. Alors, c'est les mathématiques qui... C'est pas forcément 5 et 8, ça peut être 8 et 13 aussi. En fait, c'est toujours deux nombres consécutifs dans une suite qui est une suite absolument célèbre en mathématiques, qui est la suite de Fibonacci, qui a été étudiée par Leonardo Fibonacci au XIIIe siècle. Et cette suite, c'est on prend les deux nombres 1 et 1, qui commence cette suite, et ensuite chaque terme de la suite est égal à la somme des deux précédents. Donc 1 plus 1, ça fait 2, ensuite 1 plus 2, ça fait 3, 2 plus 3 font 5, qui devient ensuite 8, 13, etc. Et dans les pommes de pin, mais aussi dans les ananas, dans les choux-fleurs, dans les tournesols, on observe des spirales. Et ce nombre de ces spirales, il y en a qui tournent dans un sens et dans l'autre. Et si on les compte, c'est toujours deux nombres consécutifs dans cette suite de Fibonacci. Ah ouais. C'est passionnant de voir comment on arrive à modéliser la nature, quelque chose qu'on croit aussi foisonnant que la nature. Alors l'été, vous essayez de communiquer votre passion sur les marchés et vous plantez un stand, alors aussi bien à côté d'un marchand, je sais pas, de produits locaux, et vous dites ici on fait des maths. Oui, ça m'arrive effectivement de faire alors dans des salons, dans des festivals, des choses comme ça, d'animer des stands de mathématiques où j'essaye de faire des mathématiques ludiques différemment alors justement, aux gens qui passent. Vous ne dites pas ici on fait des maths, vous dites ici on fait... Alors ça dépend des endroits, mais effectivement des fois j'accroche plus les gens avec de l'origami, avec des tours de magie mathématiques, comme je le dis dans la vidéo, avec toutes sortes, avec des jeux, ça marche beaucoup, et on intéresse les gens avec ça, et puis à un moment donné on leur dit, voilà ce que vous venez de faire, c'était des maths, et souvent ils sont bien étonnés de se dire, ah bien, j'ai fait des maths, et je ne pensais pas, et souvent ils ne se seraient pas arrêtés s'ils avaient su dès le départ que c'était des mathématiques. Oui, parce que quelle est la phrase qu'on vous entendez le plus souvent quand vous dites que vous êtes mathématicien? Quand on dit qu'on est mathématicien, la phrase que j'ai probablement le plus entendue dans ma vie, c'est « Oh, moi j'étais nul en maths ». Et pourtant, la France, grand pays de mathématiciens, on a un nombre record de médailles Fields, c'est l'équivalent du Nobel pour les mathématiciens, non? Effectivement, oui, la France est le deuxième pays en termes de nombre de médailles Fields. Et je dois avouer que votre livre donne envie de continuer les maths et de garder cette grande tradition française. Merci beaucoup, Michael Launay, mathématicien. Le grand roman des maths, c'est chez Flammarion. Merci. Merci à vous. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. Emmanuel Macron, candidat à l'élection présidentielle. Quelles conséquences à gauche qui craint une dispersion des voix? Quelles conséquences à droite également? Mais Emmanuel Macron peut-il démobiliser certains soutiens à Alain Juppé? C'est dans l'air est intitulé ce soir. Macron défie le système.